Bonjour à tous, bienvenue à cette dernière conférence de notre cycle de conférences Journée de la jeunesse marocaine, édition 2013, sponsorisée par Managem, que nous remercions de vive voix. Pour cette conférence dédiée au secteur de l'énergie, nous avons comme invité Monsieur Énergie Verte du Maroc, Monsieur Saïd Mouline, que je vous demande d'applaudir. Une petite présentation, M. Saïd Mouline est directeur de l'Agence de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Ça tombe bien puisque durant notre conférence, nous allons aborder 4 thèmes, 4 axes. Le premier sera sur les objectifs du Maroc en termes de développement des énergies renouvelables au Maroc. Deuxième axe portera sur la consommation au Maroc, si elle va évoluer, comment elle va évoluer et qu'est-ce qui est fait pour réduire cette consommation-là. Le troisième axe portera sur les questions de choix technologiques choisis par le Maroc pour son développement énergétique, avant de terminer sur les différents partenariats développés par le Maroc dans le secteur des énergies. Monsieur Mouline, bonjour. Bonjour, bonsoir. Alors, première question, pouvez-vous nous dresser un panorama des différents objectifs choisis par le Maroc à l'horizon 2020? Bien sûr. Tout d'abord, bonsoir à tous et je remercie l'association de cette invitation parce que je me rappelle avoir été dans cette cité il y a quelques années, même quelques décades, pour dire que c'est très intéressant de voir aujourd'hui cet échange entre ce qui se passe dans notre pays et les différents partenaires que nous aurons de demain, qui sont les jeunes étudiants aujourd'hui, en France, mais partout dans le monde. Et pour vous dire qu'il se passe des choses assez exceptionnelles dans notre pays, il y a, en entendant tout à l'heure parler de la culture, bien sûr, il y a beaucoup de choses encore à corriger, beaucoup de choses à développer. Et dans le secteur de l'énergie, je crois que depuis maintenant 4 ans, nous avons une réelle stratégie qui a donné des objectifs chiffrés à atteindre d'ici 2020, mais surtout qui a donné une priorité aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique dans notre politique énergétique. C'est une volonté au plus haut niveau de l'État et le gouvernement a fixé des objectifs. Aujourd'hui, on parle de 2000 MW solaires d'ici 2020, 2000 MW éoliens d'ici 2020, atteindre les 2000 MW en hydraulique. On est à 2000 MW en renouvelables au Maroc et on va atteindre les 6000 MW d'ici 2020. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte, d'abord, c'est que notre pays a toujours eu un fardeau économique à porter lié à l'énergie. La facture a atteint l'an dernier 100 milliards de dirhams. Nous étions auparavant aux alentours de 50 milliards de dirhams par an. Là, nous atteignons des summums et c'est là où il a fallu voir une orientation pour réduire notre dépendance énergétique. 95% de nos besoins sont importés aujourd'hui. Avec les renouvelables, on va réduire ce montant. C'est très important. Donc, quand on parle des renouvelables, souvent on focalise sur le prix des renouvelables, mais on oublie le côté stratégique, parce que plus vous avez des ressources au niveau national dans votre pays, plus vous pouvez accepter ou pouvoir gérer des crises qu'il peut y avoir dans le monde, surtout des crises énergétiques. Donc, il était important d'avoir une stratégie qui réduise notre dépendance énergétique, donc nos factures énergétiques annuellement, mais aussi qui voit tout l'impact économique, social et environnemental de cette stratégie. Alors, c'est là où, dans notre stratégie, si on parlait que de projets de production d'électricité, à la rigueur, on dirait que ça n'aurait pas de sens de payer une énergie plus chère. Pourquoi? Je vous rappelle qu'un Marocain émet 10 fois moins de CO2 qu'un Européen et que faire des énergies propres pour faire des énergies propres, ce n'était pas l'orientation principale. Il fallait montrer qu'une stratégie comme celle-ci aura un impact aussi social, parce qu'on parle d'intégration industrielle, et je crois que cela va vous intéresser. On va parler de recherche et développement, on va parler de développement d'emplois liés à ce secteur. Nous verrons ces questions-là un peu plus tard. D'accord. Mais alors, pour revenir donc, à la stratégie, des objectifs chiffrés, on est à 2000 MW en renouvelable aujourd'hui, principalement de l'hydraulique, 1700 MW et 300 MW en éolien. On va atteindre les 6000 d'ici 2020. On a mis en place des institutions dédiées.
je dirige l'Agence nationale de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. C'est un peu comme l'ADEME ici en France. L'ADEME a en plus l'environnement. On essaie de voir, peut-être qu'un jour on aura aussi l'environnement, mais pour l'instant, donc on focalise sur ces deux axes. Il y a d'autres acteurs. Il y a l'ONE, qui est le producteur d'électricité, qui lui aussi développe donc, le produit d'électricité. Donc pour nous, on n'a jamais eu comme mission de produire de l'énergie. C'est l'ONE pour l'électricité en général, et Mazen qui a été créée. Mazen qui est une agence dédiée, en fait c'est une société anonyme dédiée à ce programme du plan solaire marocain, qui réalise, donc elle a pris une mission de l'ONE et qui le réalise aujourd'hui en 2 ans, et on était il y a 3 semaines à Ouarzazate pour le lancement de la première tranche de Ouarzazate. Alors, l'impact social pour nous est très important, et on était à Ouarzazate pour discuter avec tous les élus, les ONG, les écoles d'ingénieurs, les écoles de techniciens là-bas. Il y en aura une de créer dans le cadre de ce programme pour montrer que tous ces projets, quand on prend en compte l'aspect production d'énergie nationale, l'aspect mobilisation des financements, j'en parlerai tout à l'heure, mais l'aspect emploi sur place, l'aspect industriel, ont tout à fait un sens dans le contexte de notre pays. Justement, en fait, oui. Donc pour ces aspects-là, pour les impacts qu'a donc le développement des énergies renouvelables sur la société, donc on a pris l'exemple de Ouarzazate, c'est l'exemple emblématique un peu de l'ambition marocaine. Et en regardant un peu le rapport de la Banque africaine de développement, donc il nous faut un rapport où il nous explique que l'impact est positif pour la balance commerciale du royaume. Enfin, l'impact était positif puisque ça nous permet d'éviter des importations d'énergie, mais que cet impact est balancé par 2 problèmes. Donc le premier problème, c'est à propos de la production c'est à propos de l'investissement initial. L'investissement initial, on a besoin donc pour Ouarzazate d'équipements, et une grande part des équipements a été acheté en devises. Donc là, ça pose le problème de la production locale un peu. Oui. Alors, c'est un volet très important. Je finissais tout à l'heure donc les institutions dédiées, les financements et l'approche qui est voulue. Aujourd'hui, ce n'est pas le Maroc qui investit. Hein? C'est Mazen qui lance un appel d'offres. C'est des groupements privés qui se positionnent. Et la première tranche de 160 MW avec stockage thermique, j'en parlais tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, on peut fonctionner avec une centrale solaire même après le coucher du soleil. Donc c'est très important pour les électriciens. Et ce qui est aussi important, c'est que ce montage qui a été fait, et même pour les centrales au charbon, hein, c'est les entreprises privées qui investissent. Et quelles sont ces entreprises privées? Là, c'est un groupe saoudien qui a gagné la première tranche de Ouarzazate, avec des partenaires espagnols, à qui il est demandé une part d'intégration industrielle maximale. En fait, pour le financement, ça va être le point suivant. Oui. Donc, mais le CAPEX, parce que la Banque africaine de développement a dit oui, il y a un lourd CAPEX au départ, mais pas un lourd CAPEX de l'État marocain, mais c'est vrai que c'est le privé qui investit qui va avoir un lourd CAPEX. Tout ce qui est énergie renouvelable ou tout ce qui est efficacité énergétique a toujours un lourd CAPEX au départ. Qu'est-ce qu'on avait avant? Avant, on construisait des centrales thermiques classiques. On avait un CAPEX assez lourd, mais pas énormément. Mais ensuite, chaque année, du combustible à payer. Oui. Dans les renouvelables, vous avez un CAPEX plus lourd au départ, mais plus de facture de carburant après, parce que c'est le vent ou le soleil qui sert de carburant. Donc, c'est ça la différence. Donc, il y a bien sûr, toujours dans le domaine des renouvelables, un investissement plus lourd à faire au départ, qu'on amortit, mais quand c'est amorti sur 20 ans, sur 25 ans, et c'est ça qui est en train d'arriver aujourd'hui, parce qu'on le voit, on a des applications aujourd'hui qui deviennent complètement rentables par rapport aux énergies fossiles, parce que le prix des énergies fossiles a grimpé ces dernières années. Donc on est dans un schéma nouveau, où dans certaines applications, on est déjà complètement dans un modèle économique, j'en parlerai tout à l'heure, mais ce que dit la Banque africaine de développement, oui, c'est vrai, et le montage à faire, et surtout pour des pays qui n'ont pas beaucoup de ressources financières, comme le nôtre, c'est de faire appel au secteur privé pour investir. Par contre, on a mobilisé aussi des financements environnementaux.
En fait, le financement, ça va être le deuxième point. Oui. Là, pour l'instant, en fait, le problème, c'est le CAPEX qui est en devise, les investissements initiaux qui sont en devise. Donc, en fait, il nous faut une production qui soit nationale. Est-ce qu'il y a des progrès sur ce point, des ambitions? Alors, l'approche, c'est qu'il y ait le maximum d'intégration locale, c'est-à-dire qu'une grande part de payer en dirhams, hein, produit localement. Alors, dans les éoliennes, par exemple, nous avons déjà des mâts qui sont fabriqués au Maroc. Nous avons maintenant un grand programme éolien qui a été lancé. En parallèle, on voudrait que les pales soient produits au Maroc, que les générateurs commencent à être développés au Maroc. Donc, par étape, il y aura un taux d'intégration. Mais attention, 100% d'intégration n'existe nulle part dans le monde aujourd'hui. Hein, et il s'agit d'être aussi économique. Il ne s'agit pas de faire de l'intégration pour dire je suis à 100% national. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de trouver un équilibre qui tienne compte de l'aspect industriel, avec un minimum d'intégration. Et ce qui est avantageux dans le renouvelable, c'est que, et je le vois dans l'éolien, c'est que les machines sont de plus en plus grandes et de plus en plus difficiles à transporter. Et plus certaines composantes sont produites localement, mieux c'est. L'autre volet, ce qui est important, c'est que c'est des techniques pas très compliquées, si on compare à l'industrie nucléaire ou autre. C'est-à-dire on a une facilité plus grande pour faire l'intégration que par rapport à d'autres technologies. Troisième point, c'est, je dirais, créateur d'emplois. C'est beaucoup d'emplois parce que les renouvelables, c'est des énergies manufacturières et donc beaucoup de main-d'œuvre. Donc, intéressant pour nous aussi, à ce niveau-là. Voilà. D'accord. Et maintenant, on va aborder le point que vous avez abordé tout à l'heure, donc le problème des financements. Oui. Alors, ce qui est très important, et ce qui avait un sens, c'est qu'aujourd'hui, on a pu mobiliser, lorsqu'on a lancé le plan solaire marocain, ou le plan éolien, les financements environnementaux internationaux qui existent. Avec la Banque mondiale, tout de suite, on a été le premier pays au monde, parce qu'il y a eu un fonds de créer des milliards de dollars qui s'appelle le Clean Technology Fund. Donc c'est le fonds de technologie propre qui accompagne tout projet qui permet de réduire les émissions de CO2 avec une certaine taille. Et on a tout de suite eu 200 millions de dollars, 300 millions de dollars, dont 100 millions de dollars à moins d'1% d'intérêt. Donc l'autre volet, c'est les financements environnementaux concessionnels. Hein, pas les financements classiques. Malgré la crise financière, aujourd'hui, on arrive à les mobiliser dans le contexte donc financier mondial, mais aussi dans le contexte marocain. Donc aujourd'hui, on a reçu des prêts à 0,75% d'intérêt sur 20 ans, avec 10 ans de grâce. C'est vraiment très intéressant. Pour ces projets, ça permet de baisser le prix du kilowattheure. Donc, la même chose, la Banque européenne d'investissement a un fonds de 5 milliards de dollars, de 5 milliards d'euros pour la zone MENA, pour le solaire, pour la zone MENA. Et le premier pays qui en a bénéficié dans le plan solaire, c'est le Maroc, parce que nous sommes dans la région le premier pays prêt et qui a lancé déjà un projet. Il y a beaucoup d'annonces, nous travaillons avec beaucoup d'autres partenaires, beaucoup d'annonces dont plusieurs pays voient l'intérêt. Et l'an dernier, au niveau international, parce qu'il y a un grand débat sur les renouvelables, surtout avec la crise, beaucoup de gens disent est-ce que ça va continuer comme avant ou pas? Est-ce que tout ceci n'a pas été accompagné, subventionné, donc ça n'a pas de sens? L'an dernier, c'est 200 milliards d'euros qui ont été investis. On était à 70 milliards d'euros il y a 5 ans, par an. Donc chaque année, aujourd'hui, on a vu une petite baisse de 10% entre 2011 et 2012, parce que 2011, c'était vraiment la grosse crise, mais on est toujours dans les alentours de 200 milliards d'euros. Pour vous dire, aujourd'hui, sur les investissements dans l'énergie électrique dans le monde, ils sont construits pratiquement 200 gigawatts par an. Il y a 2 ans, c'était la moitié qui était en renouvelable. Donc si c'est construit, la part des renouvelables dans le monde est petite encore. Elle est en train de croître. Mais ce qui se construit chaque année dans le monde aujourd'hui, la moitié, c'est du renouvelable. Hydraulique, éolien, solaire. Donc vous voyez que ces filières, on ne parle plus de filières d'avenir, on y est déjà, mais il s'agit de mettre en place les outils d'accompagnement pour que les pays aient l'intégration, que les pays, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important pour le volet création d'emplois et autres, mais aussi les financements qui vont avec, parce que le CAPEX est très lourd au départ. Voilà. Il nous parle aussi de dividendes à payer qui sont en devises, donc ça pèse aussi sur la balance commerciale. Est-ce qu'à terme, on pourra avoir un investissement majoritairement, en grande partie national? Mais il existe déjà dans l'éolien. Dans le solaire, c'est vrai que ça démarre. Et les premiers, comme c'est très
Vous avez vu le capital qu'il faut au départ. Donc c'est vrai que c'est des capitaux étrangers. Mais vous savez, nous avons une centrale au charbon. Aujourd'hui, au Maroc, 60% de l'électricité pratiquement est faite par du privé et de la même façon. Hein. Je ne parle pas du solaire, je parle du charbon. Et Jorf El Sfar, c'est la plus grande centrale du Maroc. Et c'est aussi, chaque année, on paye en devise à la société mère et le groupe Taha. C'est tout l'esprit de dire est-ce que plus on importera, plus on paiera non seulement l'électricité, mais aussi le charbon importé en devise, le pétrole importé. Et ben, c'est pour cela qu'il faut orienter pour ne plus importer et utiliser les ressources nationales. J'espère qu'il y aura d'autres ressources nationales un jour, classiques, parce que ça nous permettrait de financer beaucoup de projets. Mais il est clair qu'aujourd'hui, ce qui est sûr, ce que nous avons, et ce que nous faisons à l'agence aussi, c'est de mesurer le potentiel. Nous avons des mains de mesure de vent avec des règles assez précises aujourd'hui pour voir les ressources, parce qu'on parle de gisement aujourd'hui, comme on parle de gisement pétrolier, on parle de gisement éolien, de gisement solaire, et qu'il faut bien identifier. En fait, si je peux avoir le diaporama. En fait, ces créations-là, ce développement d'énergie renouvelable vient avec un besoin. Si on regarde, voilà. La croissance, la consommation. Donc là, c'est la courbe des besoins en électricité et la projection qu'il y a. On voit qu'en fait, d'ici 2020, les besoins ont plus que doublé. Donc déjà, pourquoi une évolution aussi rapide? Parce qu'on part très loin. Si on compare notre consommation par habitant, même par rapport à nos voisins algériens ou tunisiens, on était très en retard. Hein? Donc s'il y a une forte croissance aujourd'hui de plus de 7% par an, c'est parce que notre pays a eu des grands projets de développement qui ont été lancés depuis une dizaine d'années aujourd'hui, des grands programmes structurants. L'agriculture, on a vu une croissance de la consommation de 14%. Heureusement, quelque part, ça veut dire qu'il y a du développement. Ça veut dire qu'il y a de l'énergie qui arrive au secteur de l'agriculture. Et il y a 3 semaines, j'ai signé au Salon de l'agriculture à Meknes une première convention pour arrêter de pomper de l'eau avec du gaz butane subventionné ou du diesel au Maroc et passer aux pompes solaires. C'est des petits projets, mais il peut y en avoir des milliers ou des dizaines de milliers. Donc c'est pour ça qu'on parle des énergies renouvelables de puissance, parc éolien, centrales solaires, mais on parle de tout ce qui est application aujourd'hui, adapté à des besoins spécifiques. On parlera de l'Afrique tout à l'heure, mais aujourd'hui, qui répondent à des besoins chez l'agriculteur marocain. Et il fallait aider le petit agriculteur. Le grand, il a les moyens de prendre un crédit à la banque, de financer sa pompe solaire. Elle est rentable. Hein. Par rapport à du diesel, c'est amorti en moins de 3 ans aujourd'hui. Pour 2 raisons. Parce que le prix des panneaux solaires, son prix a été divisé par 3 ces 5 dernières années. Et parce que le diesel a grimpé, son prix a grimpé. Donc on est dans un croisement entre le prix des énergies fossiles et les prix de revient des systèmes renouvelables. Pour revenir un petit peu sur l'évolution, en fait, on voit que cette évolution est très rapide, mais votre agence travaille aussi à réduire un petit peu cette croissance-là. Ce n'est pas réduire, ce n'est pas consommer moins, c'est consommer mieux. Voilà. C'est normal qu'il y ait une croissance de la demande. Est-ce que ce ne serait pas la définition de l'efficacité énergétique? Exactement, c'est consommer mieux, c'est-à-dire ne plus gaspiller. Quand on dit aujourd'hui il faut mettre en place des règles, nous avons lancé les états généraux de l'efficacité énergétique dans l'industrie, dans le transport, dans le bâtiment, dans l'éclairage public, dans l'agriculture. Avec ça, on a regroupé pratiquement 98% de la consommation d'énergie du pays. Et c'est quoi ces états généraux? C'est par secteur regrouper les pouvoirs publics, les agences, les ministères, les fédérations, donc le secteur privé concerné, les ONG et même les syndicats pour discuter des règles à mettre en place. L'efficacité énergétique, on peut dire tout le monde, il y a des comportements et de la sensibilisation, mais il y a des textes de loi à mettre en place. Pour qu'ils soient appliqués, il faut que tout le monde soit d'accord. Et donc votre agence propose des lois? Voilà, elle propose. Alors c'est quoi les états généraux? On regroupe tout le monde, on présente ce qui se passe dans le monde, les règles, les textes de loi qui existent dans d'autres pays voisins ou dans d'autres pays dans le monde,
pour voir quels sont ceux qui ont donné plus, les textes qui ont donné plus de résultats. Ce qui a été réalisé quand même dans notre pays depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, l'agence a eu des projets pilotes et on les présente. On dit voilà ce qui s'est passé, voilà les résultats, et voilà ce qu'on pourrait proposer maintenant comme texte de loi à généraliser sur tout le territoire. Un exemple, on a travaillé sur le bâtiment depuis 2 ans. On a commencé par faire le zonage climatique du pays et mettre un code d'efficacité énergétique dans le bâtiment, parce que la maison à Ifrane n'est pas la même qu'à Dakhla ou à Tanger ou à Rabat. Donc, par région climatique, on a mis des règles thermiques du bâtiment à mettre en place. Alors, on a fait des calculs, etc. Ces règles existent. Il y a un code d'efficacité dans le bâtiment. Il a été entériné, donc après discussion avec le ministère de l'Énergie, avec le ministère de l'Habitat, parce que c'est lui qui est donneur d'ordre, ce n'est pas l'agence. Nous, on est là pour proposer et accompagner. Mais les donneurs d'ordre, dans l'industrie, ça va être l'industrie, dans le bâtiment, ça va être l'habitat, dans l'agriculture, ça va être... Donc c'est chacun qu'il faut accompagner. Donc c'est ça qu'on a fait, et on met en place des textes de loi. Donc les États généraux vont aboutir à cela. Deuxième chose qu'on voudrait dans les États généraux, c'est aussi monitorer, mesurer l'efficacité énergétique dans notre pays. Très récemment, il y a eu des chiffres, on a eu une baisse de la consommation des carburants de 10% pratiquement, cette année. Est-ce que c'est lié à la crise ou est-ce que c'est lié à l'efficacité énergétique? Je dis attention, bien sûr, c'est la crise. On démarre à peine notre politique d'efficacité énergétique, mais on a une chance aussi dans notre pays. Moi, je dis que c'est une chance. C'est qu'on a un tarif assez correct de l'énergie au Maroc. Il est élevé et c'est normal. C'est normal qu'on paye le juste prix de l'énergie. On subventionne le butane. Et ben, j'ai trouvé dans l'agriculture des gens qui ont détourné cette subvention pour pomper de l'eau avec du butane. Alors, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas, on importe quelque chose. Donc, je leur ai dit, au lieu d'accompagner, de subventionner des pompes solaires qui utilisent une ressource nationale, on continue à utiliser un gaz butane importé, facture énergétique, subventionné, caisse de compensation. Je crois que vous avez eu une discussion sur la caisse de compensation hier. Donc, vous vous rendez compte où on orientait la consommation, parce qu'il y a une subvention, sur un produit importé, au lieu d'encourager un produit national qui permettrait de créer de l'emploi, qui permettrait de développer des filières industrielles et autres. Donc vous voyez, c'est tout ça qu'il faut aller revoir, et c'est ça qu'on espère aboutir d'ici la fin de l'année. Le dernier point, c'est monitorer l'efficacité énergétique chaque année. On a prévu une journée d'efficacité énergétique en décembre, chaque année, pour mesurer chaque année, donc annuellement, les résultats de l'efficacité énergétique dans l'industrie, dans le transport, dans le bâtiment, et l'éclairage public et autres. Parce que l'avantage de l'énergie, c'est que ça se mesure partout. Partout, vous aurez une facture liée à l'énergie, donc vous pouvez mesurer ce qui a été consommé, et par rapport à la production, etc. Voilà. Vous avez parlé un peu du butane. En fait, l'exemple du butane est assez spécial parce qu'au Maroc, on utilise beaucoup le butane pour chauffer l'eau, par exemple, oui. Alors que dans plusieurs pays... C'est pareil. C'est les deux problèmes. Je suis allé voir le ministre des Affaires générales pour lui dire j'ai un concurrent déloyal sur 2 projets, le pompage et le chauffe-eau. Parce qu'aujourd'hui, vu le prix du butane, un Marocain, un citoyen, il va aller d'abord acheter un chauffe-eau à gaz et utiliser une bouteille qui, je vous rappelle, aujourd'hui, elle coûte 40, même pas 50 dirhams. C'est chaque bouteille, l'État paye 100 dirhams. Vu le prix du butane qui est importé, chaque bouteille, l'État paye 100 dirhams. D'où la caisse de compensation qui explose, etc. Donc, est-ce qu'on encourage cela ou ça? Est-ce qu'il ne faut pas encourager plutôt une subvention pour le chauffe-eau solaire et revoir, bon, la caisse de compensation, je pense que c'est un autre débat, mais qui était discuté hier, je ne vais pas rentrer là-dedans, là aussi c'est un long débat, mais de dire, attention, voilà les orientations et où il faut faire attention dans notre politique aujourd'hui. Est-ce qu'on compte faire évoluer cette politique-là du butane ou pas? Non, je veux dire, je ne veux pas rentrer. C'est du ressort du ministère des Affaires générales, du ministère de l'Énergie, donc pour la tarification énergétique. Il est clair que vous ne pouvez pas changer du jour au lendemain un produit qui touche les couches sociales les plus défavorisées, parce que malheureusement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que tout le monde en profite, les riches comme les pauvres. C'est ça qui n'est pas normal. Donc la formule de la caisse de compensation doit être complètement revue. Je pense que ça a été discuté hier, j'imagine que c'est ce qui a été sorti, c'est que orienter pour que ceux qui en ont le plus besoin continuent à être accompagnés, mais que ceux qui en profitent, qui n'ont pas en profité, j'ai vu des exploitations agricoles de gens très très aisés
et qui était subventionné. C'est pas normal. Donc, je veux dire, c'est là où il y a une approche à avoir un peu plus juste, je dirais. Alors, vous nous dites que la politique énergétique se fait au niveau local, au niveau, on va dire, au niveau des habitants et de la population. Une des politiques développées par l'ADRE a été GATINO, qui, dont l'objectif est de renforcer ce travail local et l'application des objectifs nationaux au niveau régionaux. Ce projet vient de fêter sa première année d'expérience avec les villes de Oujda, Chefchaouen et Agadir. Quels sont les enseignements que vous en tirez? J'étais agréablement surpris de voir qu'il y avait dans notre pays des élus qui étaient intéressés par la question énergétique, par la facture énergétique de leur région, par la volonté de mieux gérer, et parce que j'entendais parler tout à l'heure pour la culture de certaines choses, mais je peux vous assurer que nous, on a lancé un appel à la candidature. On a eu 17 dossiers qui sont arrivés. On en a choisi 3, hein, donc Agadir, Chaouen et Oujda, des villes les plus volontaires pour avoir une stratégie pour l'économie d'énergie. Sur quels critères s'est fait cette sélection-là? Alors, les critères, c'était qui était le plus volontaire, le plus avancé, qui avait déjà des idées à proposer. Donc c'est comme ça, on a dit, bon, il y en a qui sont vraiment très avancés et on va les encourager. Qu'est-ce qu'on a? L'objectif, on s'est inspiré un peu de ce qui se passe en Europe. En Europe, il y a le European Energy Awards. Il y a 1000 communes en Europe qui sont certifiées Energy Awards, hein, donc avec une certification énergétique. Et on a créé le MENA Energy Awards au niveau de la DERE pour accompagner. On espère aujourd'hui c'est au Maroc, mais demain au Maghreb et pour toute la région, parce qu'aujourd'hui on n'a plus le droit de gaspiller de l'énergie nulle part. Or les pays, je n'ai pas parlé tout à l'heure, j'ai discuté avec... j'ai eu l'occasion de présider MEDENER. MEDENER, c'est l'association de toutes les agences, comme la DERE, de la Méditerranée. Et en discutant avec les différents partenaires, et avec la PRU algérienne, vu le tarif qui existe en Algérie, il est très difficile pour lui d'avoir une politique d'économie d'énergie. Quand vous avez un investissement à faire, chez nous, avec le prix de l'énergie plus ou moins vrai, nous avons un temps de retour sur un projet de 2-3 ans, parfois 5 ans. En Algérie, c'est 4 fois plus long, parce que le prix est 4 fois moins cher. Donc, c'est très difficile d'encourager. Alors, imaginez, chez nous, on parlait des chauffe-eau solaires, en Algérie, avec le prix du gaz, qui va se casser la tête à mettre un chauffe-eau solaire, alors que ce serait la logique même en Algérie. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire aujourd'hui, surtout que les énergies fossiles, ce sont des énergies on appelle des énergies non renouvelables, donc des énergies qui ont des réserves prouvées de stock, voilà, hein, par rapport aux énergies de flux. Donc les énergies de stock, on sait qu'elles ont une durée de vie limitée. On sait qu'on commence à rentrer dans une tension liée au prix, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un baril à moins de $100, ça va être très difficile. Pour revenir sur le projet GATINO, quels sont les exemples, pouvez-vous nous donner des exemples de politiques développées au niveau communal? Alors, c'est nous qui les accompagnons maintenant. Les 3 villes ont été choisies pour l'éclairage public, pour le gaz des décharges, pour un transport en commun, donc pour que la circulation, un plan de déplacement urbain dans la ville, un plan de déplacement des administrations qu'on a mis en place aussi à Rabat. Donc c'est très important. C'est quoi l'énergie dans une ville ou même dans une région? C'est valoriser au maximum d'abord les ressources renouvelables de la région. Et c'est pour ça que, vous savez, notre pays a une politique régionale de plus en plus forte. Il y a tout un programme qui se prépare pour que les régions se prennent en main. Et il était très important de montrer que dans chaque région, il peut y avoir des ressources propres, qu'il peut y avoir des projets propres à la région pour sa propre autonomie énergétique et bien sûr ne plus gaspiller. Alors un volet très important, on voit les élus, les maires des villes, les présidents, les walis, les présidents de région qui reçoivent beaucoup de dossiers d'investissement. On leur demande au moment où ils étudient les dossiers d'investissement d'avoir aussi en tête ce volet énergie. C'est-à-dire que
un hôpital qui se crée à Oujda en ce moment, on a demandé à ce que cet hôpital ait des règles d'économie d'énergie et l'utilisation des chauffe-eau solaires, c'est possible pour un hôpital, et l'utilisation de règles pour la climatisation avec une meilleure isolation, il consommera beaucoup moins. Donc, mais il faut que ça soit conçu dès le départ. Parce qu'après, à rajouter, ça coûte. C'est ce qu'on vit en Europe aujourd'hui. Il y a un énorme programme pour réhabiliter les bâtiments. C'est très très cher. Donc si aujourd'hui notre pays qui construit 100 000 logements par an, il faut que dès maintenant, il commence à concevoir des règles, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Et après, au niveau régional, c'est ce que nous avons voulu. Alors l'éclairage public, la même chose. Toutes les villes se plaignent de la facture d'éclairage public. On leur dit oui, mais aujourd'hui, l'éclairage public, on peut faire 20-30% d'économie en fonction de sa gestion, en fonction de l'utilisation de technologies plus économes. On parle de lampes LED pour l'éclairage public, on parle aussi de la façon de le gérer, c'est-à-dire qu'à partir de minuit, on réduit l'intensité, ou on allume un lampadaire sur 2, etc. Donc il y a des règles qui sont aujourd'hui communément utilisées dans plusieurs pays. Donc c'est cela qu'on met en place. En France, il y a une loi qui dit que la puissance maximale que peut consommer une habitation est de 50 watts par mètre carré, il me semble. Est-ce qu'il est envisageable de fixer une telle norme au Maroc? Attention, en fonction de là où on est. Le gros de la consommation d'un bâtiment, c'est souvent pour le climatiser. Quand il fait très froid, il faut le chauffer, et même en Europe, hein, c'est le gros de la consommation. Il y a une grosse partie liée, bien sûr, à l'utilisation. Alors, il y a tout ce qu'on appelle l'enveloppe du bâtiment. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a qui consomme de l'énergie dans le bâtiment, hein? Si on utilise de l'électroménager classé A ou E, ben c'est très différent. Si vous accompagnez je dirais une climatisation avec une ventilation naturelle ou pas, etc. Bon, il y a plusieurs technologies. Et bien sûr, il y a l'enveloppe. L'enveloppe, c'est ce qu'il faut faire d'entrée. Mais ensuite, tout ce qui est électroménager, ça change. Donc il y a des choses qui peuvent se faire par... Est-ce qu'on utilise le chauffe-eau solaire ou un chauffe-eau à gaz ou un chauffe-eau électrique? Vous voyez? Donc c'est tout ça qui rentre en jeu. Donc il est important d'avoir ça en tête pour dire oui, il y a des règles à mettre en place, il y a beaucoup de sensibilisation à mettre en place, et il y a enfin un autre volet qui est le plus dur, c'est changer certains comportements. Alors les comportements, autant changer une lampe classique par une lampe basse consommation, c'est assez facile. Autant changer un comportement, c'est-à-dire quand je sors de la chambre, j'éteins ma lumière, ça, c'est... D'abord, il y a des technologies aujourd'hui qui se mettent en place, mais c'est de la sensibilisation, de l'explication, et c'est aussi par la facture énergétique, et c'est ça qui a fait changer dans le monde entier. Il ne faut pas croire que c'est ce qui fait qu'on fait de plus en plus attention. Est-ce qu'on compte faire changer un peu les comportements par des incitations financières comme pour les voitures ici en France? Bonus-malus? On l'a fait il y a 2 ans. J'ai ramené le premier véhicule hybride au Maroc. Je venais d'arriver à l'agence et il y avait une voiture. J'ai dit écoutez, on est l'agence d'économie d'énergie, on ne va pas rouler dans une voiture qui consomme 14 litres au 100. Et il n'y avait pas d'hybride. On a écrit à Toyota au Japon qui disait non, nous on exporte les hybrides qu'en Europe et aux États-Unis. Écoutez, un pays même, parce que même la région, parce que tous les pays de la région ne sont pas pétroliers, nous avons une tarification et nous avons une politique d'efficacité énergétique. Donc on a pu en importer une. Alors bien sûr, première chose, c'est la douane. Donc pour expliquer que c'est un véhicule hybride, qu'il faut l'encourager, on a pu donc, discuter. Dans la loi de finances qui s'est suivie, on a fait passer le texte de loi, tout véhicule hybride, on est passé de 28% à 2,5% de droits de douane. Parce que c'était, bon, pas pour l'Europe, parce que l'Europe, il n'y a plus de droits de douane, mais comme le véhicule venait d'Asie, donc on a fait passer. On a expliqué à la douane et au ministère des Finances qu'aujourd'hui, plus on accompagnera tout ce qui est efficace en énergie et qu'on surtaxera, et c'est là le concept d'écotaxe ou de fiscalité verte qui doit se mettre en place. On avait les assises de la fiscalité il y a 1 mois au Maroc, et on a introduit cette fiscalité liée au développement durable. Donc c'est important, parce que c'est comme ça qu'on oriente le marché. Si le gaz butane n'était pas subventionné, eh ben aujourd'hui, peut-être qu'il y aurait plus de chauffe-eau solaire. Il y en a déjà pas mal, on a un programme, mais on en aurait plus. Si on avait surtaxé les véhicules qui consomment beaucoup et sous-taxé les véhicules
qu'on est en train de faire, on aurait aussi une orientation du marché vers cela. Donc c'est ça, c'est très important. Des accompagnements, parfois des subventions, comme pour le petit agriculteur pour la pompe solaire, mais aussi de la fiscalité qui encourage ou qui décourage l'utilisation de certains types de produits. Très bien. Nous allons passer maintenant à la troisième partie de notre conférence portée sur les choix technologiques choisis par le Maroc. On a vu que le Maroc a choisi sa politique de 3 fois 2000, si on peut dire ça comme ça, à l'image des 3 fois 20 européens. Est-ce que la question de l'intermittence causée par l'éolien, le solaire, n'est pas une question qui doit être prise en compte dans nos choix de développement, notamment de la production électrique? Et qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème-là au Maroc? C'est complètement vrai. Aujourd'hui, les renouvelables, c'est des ressources nationales, c'est des ressources propres qui mobilisent des financements propres, intéressants, et ils ont des défauts, dont l'intermittence. Alors quand j'ai parlé tout à l'heure qu'après le coucher de soleil, on aura encore de l'électricité, comment on fait? On a mis du stockage thermique pendant 3 heures. Pourquoi 3 heures? On peut faire 24 heures sur 24 une centrale solaire. Mais la nuit, personne ne consomme. Donc l'approche qui a été voulue, c'est qu'après le coucher de soleil, il y a une heure de pointe pour l'ONE, qui paye pratiquement 3 dirhams le kilowattheure à ce moment-là. Parce qu'on fait fonctionner des turbines à gaz, qui fonctionnent au fioul, pour quelques heures par jour. Donc ils reviennent très très cher. À partir de là, on a préféré, donc pour la centrale solaire, d'avoir ce stockage qui augmente le coût d'investissement. Hein, il ne faut pas croire, hein, c'est tout à un coût. Maintenant, c'est en adéquation avec la consommation. Donc on règle un peu le problème de l'intermittence. Pour l'éolien, c'est plus compliqué. Par contre, d'abord, nous avons vu les gisements. L'ADR mesure le vent depuis une dizaine d'années. On a vu qu'on a des sites exceptionnels. On a des parcs éoliens qui fonctionnent 4000 heures par an. La moyenne en Europe, c'est 2500 heures à 3000 heures par an. Donc c'est pour ça que, malgré l'intermittence, on a vu qu'il y avait une carte à jouer pour produire une partie de notre énergie. Un voisin du Nord, l'Espagne, lorsqu'elle a démarré son programme éolien, les électriciens ont dit très bien, maximum vu l'intermittence, c'est 8000 MW qu'on peut installer sur le réseau espagnol. Aujourd'hui, ils sont à 20 000 MW éoliens installés en Espagne. Pourquoi? Parce que l'électricien s'est adapté. Gérer un réseau, avant c'était simple, une centrale thermique classique, on la démarre, on l'arrête, ou on la gère comme on veut en fonction de la consommation, mais c'est nous qui décidons. Là, c'est le vent qui décide quand ça produit et quand ça s'arrête. Alors bien sûr, le vent n'est pas complètement aléatoire. Aujourd'hui, les Allemands arrivent à prévoir pour leur parc éolien la productivité à 98% du temps. C'est-à-dire on sait au début de semaine, sur toute l'année, sur toute l'année, ce que va produire le parc éolien, et on se trompe de très peu. Parce qu'on a des données statistiques sur le vent, et après quelques années, on arrive à complètement le maîtriser. Donc on le sait, c'est très important. Donc on sait que le parc éolien il s'arrêter à un certain moment. Donc à ce moment-là, il faut qu'il y ait une ressource qui vienne couvrir cela. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir des réseaux interconnectés. Alors notre pays est connecté à l'Espagne, est connecté à l'Algérie. Et j'espère demain connecté à la Mauritanie. Aujourd'hui, on est donc interconnectés et plus que 15% de notre électricité vient d'Espagne aujourd'hui. Donc on a 2 câbles sous-marins, il y aura un troisième pour atteindre 2,1 gigawatts, donc 2100 mégawatts de capacité d'échange entre l'Espagne et le Maroc. Et j'espère que demain, ce ne sera pas de l'import, mais de l'export. Ça, c'est notre débat qu'on pourra avoir tout à l'heure. Mais le Maroc exporte énormément d'électricité de l'Europe. On parle aussi dans d'autres projets de développement des énergies renouvelables que le Maroc exportera à terme de l'électricité. Est-ce que ce sont des rêves ou des rêves qui seront réalisés très bientôt? L'Europe, bon, je voudrais quand même finir sur l'aspect intermittence, et je reviendrai là-dessus. Parce que c'est un volet très important. Et on a souvent critiqué le renouvelable comme quoi on ne peut pas en faire beaucoup. Et 2 pays ont montré qu'on peut en faire énormément, c'est l'Allemagne et l'Espagne, dans des pays assez importants. Hein. Et je crois qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et avec l'interconnexion, on peut aller encore beaucoup plus loin. Plus loin que
que les pourcentages qu'on avait dit au départ. On disait que... Plus loin que les Allemands et les Espagnols. Non, c'est-à-dire, pour nous, aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif d'être à 100% renouvelable, hein, qu'on soit raisonnable. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'il y ait un maximum d'indépendance énergétique du pays, à un coût acceptable pour notre économie, et qu'on ait l'impact économique, social et environnemental qui va avec. Voilà. Mais qu'on soit clair, c'est bien parti. Avec les 6000 MW installés en 2020, c'est 42% de la capacité en 2020, c'est 25% de la consommation d'électricité en 2020. C'est de ça qu'on parle. On va réduire notre dépendance de 5% à 25%. Donc c'est mieux. Ça, c'est pour l'électricité ou l'énergie? Pour l'électricité. Hein, c'est pour l'électricité. Si on parle d'énergie globale, là, c'est des chiffres un peu plus bas. Parce que là, on intègre le transport, on intègre toutes les autres filières liées à l'énergie. Donc, il est important de voir que cette approche, on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on disait parce que l'intermittence, on arrive à la gérer. Et on a une autre chose, que je voulais finir avec ça, on a des barrages et la steppe d'Afourel, j'ai Blimlel. Hein, dans la région de Blimlel, on a 2 barrages, comme ici, il y en a plusieurs aussi, où on pompe de l'eau quand on a trop d'énergie et on la fait lâcher quand on en a besoin. Et là, c'est un cycle de stockage d'énergie le moins cher. Ça permet, la nuit, j'ai de l'énergie, je ne sais pas comment en faire, je pompe l'eau vers le barrage énergétiquement, je perds un peu, mais vu le prix de l'énergie la nuit et le prix de l'énergie en pointe ou jour, je gagne énormément. En Europe, qui c'est qui joue ce rôle? C'est la Suisse. On parle souvent de la Suisse, c'est la pile de l'Europe. L'énergie européenne, la nuit, va en Suisse. On pompe de l'eau dans les barrages, entre les 2 barrages du haut et du haut. Donc, c'est les sites qu'il faut pour cela. On est en train d'en faire un nouveau au Maroc, parce qu'on a 400 MW de stockage comme ça. On peut ajouter d'autres sites pour stocker et pour rendre l'intermittence des renouvelables plus acceptable. Le problème en Suisse, c'est qu'on voit que la rentabilité des projets de stockage, notamment avec la STEP, la rentabilité est remise en cause à cause justement de ce manque de différentiel de prix entre la pointe et la base. Oui. Est-ce que ce n'est pas un risque aussi que le Maroc souffre de ce problème-là? Quand je dis que le coût du kilowattheure de 3 dirhams, c'est-à-dire pratiquement 8 fois plus cher, vous avez vu le gap qu'il y a aujourd'hui entre l'heure de pointe et l'heure creuse. C'est énorme. Donc pour nous, c'est très important. On n'est pas encore dans le cas de la Suisse où la marge n'est pas importante, mais pour l'Europe, la Suisse est gagnante énormément. Hein. Parce que je peux vous assurer, parce qu'il y a un marché spot de l'électricité en Europe, et vous pouvez acheter votre électricité à certaines heures, et vous le savez, et les prix fluctuent sur la journée, c'est normal, mais donc il y a quand même un gap, hein, malgré tout. Donc c'est pour ça qu'ils continuent à jouer ce jeu, et tous les pays veulent gérer leur réseau pour éviter le blackout, hein, grâce à ça. Et plus on est interconnecté, alors je vais venir à l'aspect export. Non, ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve, et le Maroc a une carte à jouer énorme, et on est en train de la jouer, et la balle est dans le camp européen. L'Europe a annoncé qu'elle voulait atteindre ses objectifs d'émissions de carbone, les réduire de 20%, hein, d'ici 2020, et faire cela, il y a plusieurs façons. Il y a tout ce qui est efficacité énergétique. Ce qu'ont fait les Allemands est très important. Il y a une approche pour un nouveau paradigme de l'énergie, une transition énergétique. On parle de transition énergétique, et cette approche a orienté complètement la politique de l'électricité surtout, par l'arrêt du nucléaire en Allemagne. Bon, c'était suite à la politique allemande. La politique allemande, hein. Arrêt du nucléaire, efficacité énergétique, utilisation d'un peu plus de charbon, c'est vrai, qui émet du CO2, mais surtout, quand on parle de la comparaison entre la France et l'Allemagne, on voit qu'ils ont pu financer ça en augmentant un peu le prix du kilowattheure. Mais qu'est-ce qu'il faut remarquer? C'est que les foyers allemands payent un kilowattheure plus cher que les Français, mais ils payent la même facture. Pourquoi? La même facture énergétique. Énergétique. Pourquoi? Parce qu'ils font les économies d'énergie. Là, le Français consomme 100, l'Allemand va consommer 70 en payant plus cher, donc ils vont avoir la même facture.
parce qu'il a isolé sa maison, parce qu'il a utilisé des chauffe-eau solaires ou autres. Et c'est ça, la logique de la chose. La transition énergétique qu'on doit vivre, c'est qu'on n'a plus le droit de gaspiller. Donc on peut payer un peu plus cher, pour une raison liée à l'environnement. On n'a pas parlé des changements climatiques, mais bon, ça c'est un autre domaine. Mais tout l'esprit du développement des renouvelables avait commencé avec les changements climatiques. Il s'est accéléré quand les prix des énergies fossiles ont commencé à flamber. Donc c'est là où on est dans un nouveau schéma aujourd'hui, avec cette approche qui est orientée vers l'économie d'énergie, en parallèle avec l'utilisation des renouvelables, avec la gestion de l'intermittence, et il y en aura toujours du fossile, mais pour combler, pour accompagner. C'est ça qui est important. D'accord. Alors, pardon, pour l'exportation, je dis, pour l'exportation, c'est important parce que notre pays a décidé d'intégrer Desertec. Il est dans le cadre du plan solaire méditerranéen. On est partenaire avec l'Union pour la Méditerranée, pour le plan solaire méditerranéen, pour accompagner. Et quand je disais que j'ai présidé l'association méditerranéenne des agences de la Méditerranée, c'était pour montrer qu'on peut avoir une politique méditerranéenne de l'énergie où on aurait un grand câble tout autour de la Méditerranée où chaque pays injecterait ou importerait ou exporterait à partir des renouvelables. C'est ça un peu, même Desertec, c'est cette approche. Alors c'est quoi Desertec? C'est 15% de l'énergie européenne en 2050 qui viendrait du désert. 15%, donc qu'est-ce que ça veut dire? 400 milliards d'euros. 400 milliards d'euros pour tous les pays européens sur 40 ans, c'est rien du tout dans le domaine de l'énergie. Par contre, il faut une politique globale. Et on parle de Desertec, il y a le même programme aux États-Unis. Le programme américain du président Obama, et alors le changement qui s'est fait aussi, c'est qu'aux États-Unis, on a vu un changement complet dans le domaine de l'énergie avec l'administration Obama. Jusqu'à aujourd'hui, c'était tout le temps des ministres de l'énergie, étaient toujours des Texans, pétroliers. Avec la première administration Obama, on a eu un ministre de l'énergie, prix Nobel de physique, dans le solaire, qui venait de Californie. Et ça a changé l'orientation vers plus d'utilisation de renouvelables. Il y a un énorme programme éolien américain. Ils veulent que 20% de l'électricité américaine soit d'origine éolienne en 2030. Aujourd'hui, il se construit pratiquement 40 000 mégawatts chaque année dans le monde en éolien. Notre programme, c'est 2 000 sur les 8 prochains. 40 000 chaque année qui sont dans 20 000 en Chine. Donc, pour vous dire que les grands pays ont décidé que les renouvelables allaient jouer un rôle et qui continueront à jouer un rôle à l'avenir. Gaz de schiste ou pas gaz de schiste, nucléaire ou pas nucléaire, la part des renouvelables est là et elle augmente de plus en plus. Donc, cette approche d'exportation nécessite aussi un appui politique. Alors, autant les États-Unis, c'est un seul pays, ils font ce qu'ils veulent, et ils ont la possibilité de faire un smart grid tout autour des États américains, 7 milliards de dollars, ils ont décidé de le faire. Autant avec tous les pays européens, avec les pays du sud de la Méditerranée, ce qu'on dit, le message qu'on a fait passer, et je l'ai fait au Parlement européen, je l'ai fait au Parlement à Berlin, pour leur dire, il y a une carte à jouer pour qu'il y ait une nouvelle relation entre le nord et le sud de la Méditerranée, qui est aussi dans l'approche, pas seulement, il ne faut pas voir ça comme des projets d'énergie, il faut voir ça comme des projets de développement, où il y aurait des créations d'emplois au nord et au sud de la Méditerranée, et qu'il y ait des échanges, et que l'Europe remplisse sa mission des objectifs d'atteindre des émissions de CO2 réduites. Aujourd'hui, les pays du Sud subissent les changements climatiques. On n'est pas les principaux. Quand je disais qu'un Marocain émet 10 fois moins de CO2 qu'un Européen, c'est pas nous, on subit les changements climatiques. Par la sécheresse, par la désertification, par les pluies diluviennes qui arrivent de temps en temps. Ça, c'est les résultats des changements climatiques. Donc on les subit, on n'est pas la cause. Donc si on est dans une logique aujourd'hui où on veut aller de l'avant, dans le cadre méditerranéen, c'est un programme comme celui-là qui permettrait à chacun d'atteindre ses objectifs. D'accord. Maintenant, on va aborder un aspect un peu plus pédagogique sur les énergies renouvelables. Donc en fait, on va interroger un petit peu les choix qui ont été faits jusque-là. Et on va essayer d'expliquer, donc vous allez essayer d'expliquer au public les avantages de chaque filière, parce que ces avantages ne sont pas forcément intuitifs quand on va voir le diaporama suivant.
Donc, voilà. Donc là, on voit l'ambition pour 2020 en termes de solaire et d'éolien. On voit par exemple que l'investissement pour le solaire, c'est de 9 milliards de dollars contre 3,5 pour l'éolien, alors que l'éolien va produire plus d'électricité. Bien sûr, il y a des avantages pour chaque filière. Donc il y a des avantages pour chaque filière et il y a sûrement des raisons qui ont fait que l'investissement était plus massif pour le solaire. Alors, d'abord, ces chiffres, c'était en 2009. Et le solaire, quand je disais que le prix du panneau solaire a été divisé par 3, si on voulait faire 2000 MW en photovoltaïque, aujourd'hui on parlerait de même pas 3 milliards de dollars, pas 9 milliards. Vous voyez, si on décidait de faire. Donc on fait du solaire thermique, pour les raisons de stockage et pour les raisons, c'est un peu plus cher. Mais d'abord ces chiffres, bien sûr, c'est des chiffres qui ont été annoncés au début, mais on a vu ce qui s'est passé ces 5 dernières années, c'est énorme. Aujourd'hui, un panneau solaire photovoltaïque qui coûtait 3 $ le watt, coûte 1. Bon, une discussion sur l'industrie chinoise, etc., hein, sur le dumping ou pas dumping avec l'Europe, avec les États-Unis, mais on est à 1 $ le watt. Certains même disent que ça va encore baisser. À 1 $ le watt, pourquoi on a réussi à faire le pompage solaire au Maroc? C'est parce qu'aujourd'hui, à 1 $ le watt, j'ai un coût du kilowattheure sur 20 ans de 60 centimes. 60 centimes, quand je paye à la LIDEC ou à la REDAL ou à l'ONE, je paye pratiquement le double aujourd'hui. Donc si j'ai les moyens, même chez moi, je mets des panneaux solaires pour la journée, pas la nuit, parce qu'il n'y a pas de soleil, mais je consommerai au moins la journée un prix du kilowattheure 2 fois moins cher que celui que je paye. L'éolien. On a des industriels, des gros industriels, qu'on est allé voir, les cimentiers, la sidérurgie, la mine, pour leur dire, écoutez, vous payez une facture d'énergie assez lourde. Et les grandes compagnies qui consomment beaucoup font très attention à cela. On a commencé avec la cimenterie Lafarge de Tétouan. On leur a dit, ils sont dans un site, parce que le parc éolien, le premier parc éolien qu'on avait trouvé, le premier site éolien qu'on avait trouvé, c'est à Koudia el-Beida, entre Tétouan ou Sarsel. Et on a dit, il y a un site exceptionnel, parc éolien 4000 heures par an, coût du kilowattheure, moins 70 centimes. La cimenterie Lafarge de Tétouan était reliée à la régie, elle payait 1,20 dirham le kilowattheure. Tout de suite, elle a fait un parc de 10 MW éolien, privé, pour sa propre consommation. Il n'y a pas de subvention, il y avait des crédits carbone dans le cas du protocole de Kyoto, mais c'est tout. Donc on a fait ce projet, et à l'agence, on a travaillé pour que les autres cimenteries puissent faire pareil. Parce qu'elle avait la chance, la cimenterie de Tétouan, d'avoir un site de production où il y avait du vent. Les autres n'avaient pas cette chance. La cimenterie d'Esfi, la cimenterie de Casa, ou de Tanger, de Fès, d'Oujda, là, il n'y avait pas beaucoup de vent. Donc on a ouvert la loi, on a changé la loi, et on a fait la loi sur les énergies renouvelables. Aujourd'hui, quiconque, surtout au niveau de la très haute tension, a possibilité de produire sa propre énergie avec du renouvelable. Donc, vous êtes un grand consommateur, vous avez le droit d'avoir un parc éolien où vous voulez. Et surtout, on a ouvert le réseau à tout producteur d'énergie renouvelable. Je suis un privé, je développe un parc éolien là où il y a du vent, je consomme à Esfi ou la Yonne ou à Tanger, j'ai accès au réseau, je paye un kilowattheure, un droit de 8 centimes du kilowattheure à la compagnie électrique pour utiliser son réseau, mais ils sont obligés de m'ouvrir le réseau. Donc, des projets se développent. Dans un projet de 300 MW privé pour la Sonacide, donc la sidérurgie, pour la mine, pour l'ONCF, pour tous les gros consommateurs. Pourquoi? Parce que produire pour soi-même commence à devenir moins cher en renouvelable que acheter les kilowattheures à la régie ou à la compagnie électrique. On est dans un nouveau paradigme. Donc, il n'y a pas de subvention. C'est ça la différence avec l'Europe, où on a mis en place un feed-in tarif, un tarif de rachat garanti par filière, et qui aujourd'hui, avec la crise, les États n'ont plus les possibilités de financer, et donc il y a une remise en question. On le voit en Espagne, de façon très grave. Mais ça s'est fait. Donc nous, on a opté pour une approche liée
à l'environnemental, au financement, etc., mais liées à l'économique. Très bien. Nous allons prendre une dernière question qui porte sur le modèle marocain à ses particularités. Est-ce qu'il est envisageable d'exporter ce modèle-là aux différents pays africains L'agence travaille... Qui sont dans la même situation que nous, sans ressources fossiles. Alors nous, l'ADRE travaille avec beaucoup d'agences africaines, surtout celles de l'Afrique de l'Ouest, francophones. Et très récemment, je recevais parce que le Sénégal vient de créer son agence. Et donc, ils sont venus voir ce qu'on avait fait et comment accompagner tout cela. Comment on a commencé? Et qui s'adapte tout à fait à l'Afrique. C'est l'aspect, tout ce qui est décentralisé. Aujourd'hui, au Maroc, il y a 60 000 maisons dans le monde rural qui fonctionnent avec l'énergie solaire, avec batterie, régulateur et panneaux solaires, c'est-à-dire autonomes. Il y a le programme de connexion au réseau des villages, mais il y a des villages où vous avez, d'abord les foyers ne sont pas regroupés, et amener le réseau à chacun revenait trop cher à la compagnie électrique. Et c'est là où il y a eu le programme qu'on appelait le PERG solaire, pour amener des systèmes individuels aux foyers qui n'avaient pas la possibilité d'être connectés au réseau, avec une subvention et je dirais un financement mensuel, comme s'ils payaient une facture d'électricité. Et c'est une approche qui peut être développée en Afrique, parce qu'il y a des pays en Afrique qui ont un taux d'extraction aujourd'hui de 20%. Seulement 20% de la population qui est raccordée au réseau électrique. Si vous allez rien qu'en Mauritanie, Nouadhibou et Nouakchott ne sont pas raccordés. Donc les réseaux électriques, et c'est le gros problème pour développer des projets de puissance, parce que le renouvelable a besoin pour la puissance, grand parc éolien, grande centrale solaire, il faut un réseau électrique pour stabiliser le réseau avec des centrales thermiques en parallèle pour l'intermittence, etc. Donc c'est important. Tant qu'il n'y a pas cette infrastructure en Afrique, après il y a tout ce qui est pompage solaire, parce que ça a tout à fait un sens. Et aujourd'hui, dans les pays africains, ils payent l'électricité très très cher parce que souvent c'est des usines diesel. Et vous avez vu le prix du pétrole et du fuel ou du diesel aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu. Et ça devient très très lourd pour les pays. Et c'est pour ça que la logique liée au renouvelable a complètement un sens. Par contre, il y aura, pour faire les grands projets, parce que le gisement de vent que nous avons à Dakhla, et qui va pratiquement de Souera, bon, Souera, on a un parc éolien à Souera, et on a après toute une bande côtière, pratiquement de Tantan jusqu'à Tarfaya, l'Ayoun Dakhla. Tout ceci, c'est un vent, c'est les alizés, c'est exceptionnel. On a ensuite, en Mauritanie, la même chose. Donc, on imaginerait un réseau électrique important. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'espère qu'on va être raccordé en puissance avec la Mauritanie un jour, pour des grands projets de développement dans ces régions, pour produire de l'énergie, pour les pays voisins même, pourquoi pas, et puis pourquoi pas pour l'Europe, vu que c'est des énergies propres. Donc, voilà un peu le concept africain, l'aspect décentralisé et la nécessité d'infrastructures pour le nécessaire pour les grands projets renouvelables. Très bien, merci. Nous allons passer au public avec quelques questions avec des mains qui se lèvent. Bonsoir. Tout d'abord, j'ai une petite remarque sur une chose que vous avez dite sur les intermittences. Vous avez dit que modulo suffisamment de bonne volonté, il était possible de passer outre ce problème d'intermittence du renouvelable sur le réseau. Et vous avez donné comme exemple l'exemple allemand et espagnol qui ont fait plus que ce qui pensait être possible. Il me semble que quelque part cette comparaison avec le cas marocain est un peu déplacée vu qu'on n'a pas du tout le filet de sécurité du nucléaire français. Parce que les Allemands et les Espagnols reposent énormément sur le parc nucléaire français qui permet de produire en base de façon très sûre et à un coût très bas, ce qui n'est absolument pas le cas au Maroc. Donc le problème d'intermittence est toujours présent et ne pourra pas être balayé de cette façon. Pour revenir à mes questions, j'ai deux questions à vous poser. La première porte sur l'export.
Vous avez dit que c'était possible pour le Maroc de se projeter en tant qu'exportateur de énergie pour l'Europe. Vous avez parlé de Desertec. Il me semble que Desertec, c'est un projet privé, c'est un consortium privé qui n'engage absolument pas la Commission européenne. Vous avez parlé d'un objectif de 15%, je crois, d'énergie venant du désert à l'horizon 2050. Il me semble que c'est un objectif qui n'engage personne. Donc je ne sais pas comment le Maroc peut reposer sa stratégie sur un objectif qui n'engage personne. Aujourd'hui, le prix du carbone s'effondre, les prix de l'électricité s'effondrent en Europe. On a une mise sous cocon de CCG espagnols à cause de cela. Est-ce que vous pensez que le Maroc a un avenir justement pour exporter son électricité qui sera plus cher que ce que fait le nucléaire français ou ce que fait le renouvelable espagnol ou allemand? Je me permets d'en douter. Je ne sais pas quel est votre avis. Vous avez l'air plus optimiste que moi sur ce point. Je n'ai pas votre expertise, bien sûr. Et ma deuxième question porte sur la transparence. Quels sont les efforts de votre institution et de la Mazen pour améliorer la transparence auprès du citoyen marocain sur le plan solaire marocain et les énergies renouvelables de manière générale? Quels sont vos efforts de transparence sur les marchés publics, notamment sur l'éolien marocain, qui ne s'est pas toujours fait dans les plus grandes règles de transparence? Aussi, vos sites ne sont pas très... Enfin, j'ai visité vos sites et celui de la Mazen ne donne pas énormément d'informations pour le grand public, sachant que le principe de transparence est inscrit dans la Constitution marocaine. Donc, est-ce que vous pourriez exposer un peu vos efforts sur ce niveau-là? Merci. D'accord, merci. On prend une deuxième question. Alors, on prend une question parce que deuxième question. Est-ce qu'on prend toutes les questions d'abord, ou on prend toutes les questions d'abord. D'accord. Bon. C'est comme vous voulez. D'accord, on répond. Alors, passer outre l'intermittence, non. J'ai pas dit passer outre, au contraire. L'intermittence, il faut la gérer. Il faut la gérer, et on a vu comment ça peut être géré par d'autres pays, comment ça peut être géré chez nous. La base nucléaire, l'électricité de base n'est pas liée au nucléaire. L'électricité de base peut être au charbon, peut être au gaz naturel, peut être au fioul. Pour certains pays, même en hydraulique, quand ils ont des grandes capacités. Alors, il faut faire très attention, parce que je connais très bien le cas français, ayant moi-même travaillé à EDF et dans la sûreté nucléaire, pour vous dire que c'est vrai qu'ici, on a l'impression que tout est basé sur le nucléaire. Et les Allemands exportent plus vers la France qu'ils n'en importent, malgré l'arrêt des centrales nucléaires allemandes. Alors qu'on soit bien clair là-dessus. Attention, on peut faire plus de renouvelables, il faut l'électricité de base, et au Maroc, elle est faite avec du charbon. Et c'est très important pour la stabilité des réseaux. Alors, sur l'aspect export, c'est pas... Desertec est un projet, c'est vrai, privé. Qui est dedans? Il y a les plus grandes banques allemandes. Il y a les plus grands assureurs allemands. Et pourquoi les assureurs sont là-dedans? Munich Re, ils sont prêts à mettre des milliards. Aujourd'hui, pourquoi? Lorsqu'on participe à toutes les réunions sur les changements climatiques, d'un côté, il y a les gens de l'environnement, les écolos, etc. Et il y a les assureurs. Et les assureurs nous disent chaque année, voilà la facture liée au changement climatique. Eux, ils la payent. Ils la payent chaque année. Par les catastrophes. Et les catastrophes, qui c'est qui les paye? Dans les pays riches, on entend, parce que les gens sont assurés dans les pays riches. Eux, ils payent un ouragan aux États-Unis. Ils payent des inondations en Europe. Et ça leur coûte de plus en plus cher. Et ils ont montré une courbe sur ces 20 dernières années, combien en milliards d'euros ça leur coûte de plus chaque année. Et c'est pour ça qu'ils disent oui, les changements climatiques sont là, et nous, on leur paye les conséquences, et c'est pour ça qu'on va être dans des projets à énergie propre. C'est vrai que ça n'engage pas les États. Le gouvernement allemand appuie énormément Desertec.
Alors ça n'engage pas, c'est un projet privé, oui. Est-ce qu'il va se faire de cette façon ou d'une autre façon? C'est pas grave. L'objectif, et le Maroc ne fait pas un plan, il n'a pas mis une stratégie que pour l'export. Il a mis une stratégie d'abord pour réduire sa dépendance énergétique. C'est la principale raison. Réduire notre dépendance énergétique. C'est très important. Si vous avez un jour une crise mondiale, et on l'a vécu quand il y a la première guerre du Koweït et d'Irak. La première guerre, le Maroc importait 80% de son pétrole du Koweït et d'Irak. Du jour au lendemain, il y a eu un embargo. Si, à ce moment-là, l'Arabie Saoudite n'avait pas joué un jeu avec nous assez intéressant, on aurait été dans une situation très difficile. Et dans les prix de l'énergie fossile, il ne faut pas voir que le prix du kilowattheure à la sortie. Il faut avoir en tête aussi le prix du stockage d'un stock stratégique à avoir dans le pays. Il faut avoir les risques qu'il y a à s'approvisionner quand il y a une crise mondiale. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte dans l'énergie. Les prix des énergies renouvelables, je leur disais, c'est vrai, on l'a vu, et c'est ce croisement de prix qu'on voit aujourd'hui de plus en plus flagrant. Et pourquoi? Il n'y a pas que le Maroc. Quand je disais qu'aujourd'hui, 200 milliards d'euros chaque année investis dans le monde, dans le renouvelable. Avant, c'était 70 il y a 5 ans. Et avant, on ne parlait même pas de 10 milliards d'euros par an. On est à 200 par an. Ce n'est pas un choix purement national marocain. Nous, on a notre stratégie et notre contexte. Mais je peux vous assurer que cette approche, elle est mondiale. Elle n'est pas que chez nous. Transparence. C'est un volet important, c'est dans la Constitution. Les appels d'offres et l'appel d'offres du plan solaire marocain a montré tous les prix des 5 projets qui ont été gardés à la fin avec une tarification. Et c'est là où on a été surpris de voir qu'entre le premier et le deuxième, il y avait 20% de différence dans le prix. Et pourquoi? Parce que des Saoudiens ont financé ce projet. Et pourquoi? J'ai eu l'occasion d'en discuter avec eux. Il y a une stratégie d'un plan solaire en Arabie Saoudite, énorme, beaucoup plus gros que le nôtre. Ils ont plus de moyens. Tant mieux pour eux, tant mieux pour le pétrole mondial, parce que pétrole, on en aura toujours besoin. Et on va se rendre compte un jour qu'on l'a gaspillé d'une façon énorme et qu'on aurait mieux fait de le garder pour d'autres applications dont on ne peut pas se passer. Et donc eux-mêmes se rendent compte qu'ils peuvent produire de l'électricité. Alors eux, c'est pas seulement pour climatiser, c'est aussi pour dessaler l'eau de mer, qu'ils utilisent beaucoup d'énergie. Et donc ils ont un grand programme solaire pour aussi dessaler l'eau de mer. Donc vous voyez ce volet de transparence, je vous le conseille, notre site web, nous, à la DRE, on ne lance pas d'appel d'offres. Mais si vous êtes intéressé par le code d'efficacité énergétique dans le bâtiment, il est sur notre site web, avec les zones climatiques, avec les règles thermiques du bâtiment. Les actions que nous menons sont sur notre site web. Les actions liées au projet public, quand on a lancé les états généraux, pas les états généraux, le GATINU, pour les régions, les 17 villes qu'on a accompagnées, qu'il fallait justifier, pourquoi on a choisi 3 villes et pas les autres. Parce que d'abord, notre objectif, c'est que toutes les villes soient accompagnées. On ne peut pas démarrer avec toutes les villes d'un coup. On est une agence où il y a 120 personnes, et donc on travaille sur plusieurs projets, et donc on a décidé qu'on en accompagnerait 3 cette année, voir comment en tirer les enseignements et corriger ce qu'il y a à corriger pour qu'à terme, notre objectif, c'est que toutes les communes, toutes les régions de notre pays soient accompagnées. Donc c'est vrai, transparence, l'appel d'offres pour l'éolien, vous avez parlé de l'éolien, c'est important, ça c'est l'ONE. La même chose, aujourd'hui il y a un appel d'offres de 850 MW. C'est un appel d'offres donc d'un montant peut-être qui va atteindre les 1,4 milliard d'euros. C'est énorme. Auparavant, on faisait des projets de 150 MW éolien. Et on fait un 850 MW pour que le vainqueur intègre ce volet industrie. Nous voulons donner de la visibilité au vainqueur pour qu'il ait l'économie d'échelle suffisante pour qu'il puisse monter les usines au Maroc. C'est exactement ce qu'a fait le Portugal. On a vu ce qui s'est passé dans notre pays. Pour que les intégrations industrielles se fassent, vous ne pouvez pas dire à un industriel de venir avec un marché de 100 MW. Il faut un grand marché. Et c'est pour cela qu'il a été fait de la sorte. Et les prix, alors il y a 2 volets de critères pour choisir le vainqueur. C'est lié à l'intégration industrielle, mais au prix du kilowattheure proposé.
Là aussi, c'est un volet important pour avoir les meilleurs prix. C'est pour ça qu'on a été surpris entre le prix du solaire. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'en Espagne ou en Allemagne, le renouvelable est moins cher. Non, non, non. Sûrement pas. Si on le fait chez nous, le renouvelable, et si les Européens veulent le faire chez nous aussi, c'est parce qu'on est jusqu'à 2 fois moins cher. Parce que le soleil est plus important chez nous que chez eux, c'est tout. C'est pas... Donc on a des sites plus intéressants. Entre l'éolien, quand je disais tout à l'heure qu'un parc éolien au Maroc peut fonctionner 4000 heures par an alors qu'il fonctionne 2500 heures en Europe, ça veut dire que le même investissement produit jusqu'à 30-40% de plus. Donc le prix du kilowattheure revient beaucoup moins cher. La même chose pour le solaire, parce que l'ensoleillement est ce qu'il est, parce que le foncier dans le désert ne coûte pratiquement rien. Donc il est disponible, il ne peut servir d'ailleurs pas à grand-chose à part ça. Donc c'est là où il y a cet esprit de, je dirais, d'intérêt pour le nord et le sud de la Méditerranée. Voilà. Deuxième question. Oui. Bonjour. Ouais, je suis en fait assez content de voir que le Maroc est en train de devenir un exemple pour la région en ce qui concerne les énergies renouvelables. Et pour réussir dans ce secteur-là, il faut avoir des ressources humaines. C'est là où je reviens au volet emploi. Comment vous assurez la formation des cadres et techniciens dans ce secteur? Est-ce que vous pensez que l'OFPPT et l'enseignement supérieur ont suffisamment de moyens et de flexibilité pour pouvoir accompagner le marché en termes de demande d'emploi? Merci. Okay. Merci, c'est très important, c'est le volet formation. Je n'en ai pas parlé, je m'en excuse. On a 3 instituts qui vont être créés très bientôt, qui sont en construction d'ailleurs, à Oujda, à Ouarzazate et à Tanger, des instituts techniciens pour les renouvelables. On a fait le tour des grandes écoles nationales, donc l'école Mohammedia, l'école Hassania, pour que dans le... vous savez, c'est quoi un ingénieur spécialiste en énergie renouvelable? Vous êtes ici tous des ingénieurs. Lorsque je suis électromécanicien, eh ben, c'est un peu lié à l'éolien. La science des matériaux, c'est aussi lié à l'éolien. Électronicien, c'est du photovoltaïque. Je veux dire, je suis déjà ingénieur de quelque chose et je peux intégrer le lien avec le renouvelable. Hein? On peut avoir des spécificités sur les renouvelables en termes de politique. Donc, le fait d'être un ingénieur et de travailler déjà dans des domaines bien connus de l'ingénierie, ça suffit largement pour être en charge de projets liés aux renouvelables. Ce que je veux dire, c'est que pour les techniciens, par contre, c'est des spécificités. La maintenance d'une éolienne, c'est des métiers spécifiques. Je dirais ce qu'on a fait déjà pour l'expression rurale décentralisée. C'est un nombre de foyers, il y a 60 000 foyers au Maroc aujourd'hui qui vivent avec des systèmes solaires individuels, avec des panneaux solaires, des régulateurs, des batteries qu'il faut entretenir. Et ce concept a été fait avec des entreprises au Maroc qui ont pour mission chaque mois d'aller dans les foyers, récupérer la mensualité de 50 ou 60 ou même 110 dirhams en fonction des systèmes qui ont été choisis par l'usager et de faire une maintenance préventive. Donc nous avons un centre à l'agence à Marrakech pour la formation, pour agréer les installateurs et les réparateurs. Dans un mois, on en fait un centre UNESCO pour l'Afrique, pour la formation dans le solaire. Donc vous voyez que c'est un volet très important. L'OFPPT aussi a un rôle. On travaille avec l'OFPPT même sur l'éco-conduite, par exemple, pour l'économie d'énergie dans le transport. On n'en a pas parlé. La façon de conduire, quand je parlais de comportement, la façon de conduire, on peut réduire sa consommation d'énergie dans le transport de 20%. Et donc, il y a des niches avec l'Office de formation professionnelle et des niches plus spécifiques avec les instituts de formation spécialisés. Bonjour monsieur, ma question concerne principalement le montage. Vous avez parlé tout à l'heure de la problématique des paiements des investisseurs en devises qui posait un problème. Donc je voudrais savoir, est-il possible aujourd'hui d'envisager la séparation entre l'exploitant et l'investisseur?
Si j'ai bien compris aujourd'hui, l'investisseur est saoudien, mais il est en même temps exploitant, c'est-à-dire c'est lui qui dégage l'électricité. Donc, est-il possible de séparer ces deux entités, avoir une entité de production sur place qui soit soumise à un appel d'offres, peut être national comme international, et la partie investisseur qui sera, avec le montant qui sera saucillonné et par exemple vendu sous forme de certificat d'investissement, notamment à des investisseurs marocains ou étrangers, et nous éviter cette problématique de devise. Merci. C'est complètement vrai. Généralement, le promoteur, il se fait financer par le marché. Lui-même se fait financer par le marché. On parle, vous avez vu les chiffres, c'est chaque fois 500 millions de dollars, 1 milliard de dollars, c'est des chiffres assez importants. Je ne connais pas de promoteur qui vienne et qui dit bon, je pose. Donc, mais c'est vrai qu'il lui-même fait appel à des financiers et c'est très important. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est pour ça que dans les projets, d'abord, le Maroc arrive à mobiliser des fonds pour ses propres projets, même si ce n'est pas lui qui va être le promoteur. Et il rentre actionnaire avec lui à travers les fonds qu'il amène lui, parce que les prêts concessionnels ne vont qu'aux États. Quand je parlais d'un prêt à moins d'1% d'intérêt aujourd'hui que nous donne la Banque mondiale, parce que c'est une énergie propre, parce que la Banque mondiale veut encourager le solaire dans le monde, donc c'est comme ça qu'on arrive à mobiliser ces fonds et qu'on utilise nous. Maintenant, le promoteur, lui, il va dire, mais qui c'est qui peut rentrer ou bien avec moi, rentrer avec moi dans le capital, parce que c'est gros, ou bien il va chercher les meilleures sources de financement. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. C'est un consortium, très généralement, de beaucoup de banques. Et bien sûr, les banques locales sont présentes. Les banques marocaines sont toutes présentes dans les parcs éoliens, par exemple. Maintenant, vu la taille des projets, est-ce qu'elles sont suffisamment outillées pour et avoir les capacités pour financer tout cela? Mais l'objectif, comme je parlais d'intégration industrielle, c'est d'avoir aussi le maximum de financement local en dirham, pour les risques dont on a parlé tout à l'heure, etc. Donc c'est important. Donc la porte est ouverte, au contraire, aujourd'hui, ce n'est pas séparé au niveau de l'appel d'offres. C'est-à-dire que le groupement qui doit répondre, il doit amener tout. Il dit voilà mon offre, voilà mon financement, et c'est avec lui que peut être discutée cette approche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça l'approche aujourd'hui, mais on n'a pas à rentrer, nous, dans le financement, dans son financement à lui, comment il pense le faire. Voilà. Ma question, ce serait par rapport au schiste bitumineux. On a des réserves assez énormes au Maroc, dans le sud du Maroc. Est-ce que son exploitation ne serait pas une étape intermédiaire pour pouvoir financer par la suite des énergies renouvelables? Le débat n'existe pas malheureusement au Maroc pour l'instant. Enfin, il existe. Je ne suis pas au courant. Il y a même une manifestation devant le Parlement. Voilà. Non, mais ça permettrait de gagner quelques points de PIB et par la suite aussi pouvoir financer les énergies renouvelables. Non, c'est très important parce qu'on a un potentiel en schiste depuis très longtemps, hein, connu à Tarfaya, Timhadit et dans la région de Tanger. Il y a même un procédé marocain qu'on appelait le 3T, parce qu'il y a 3 villes, de Timhadit, Tarfaya, Tanger, et qui avait montré qu'on pouvait extraire de l'huile de ces schistes pour faire du pétrole. C'est vrai. Maintenant, ce schiste bitumineux a été utilisé de 2 façons pour faire la pyrolyse, pour extraire l'huile, et là c'est très coûteux. C'est aussi un procédé qui reste, malgré le prix du pétrole, assez coûteux. Et c'était aussi une possibilité, comme fait la Lettonie, de brûler directement ce schiste dans une centrale thermique et produire l'électricité. Et on a envoyé nos schistes dans les centrales qui fonctionnent comme cela, mais notre teneur en huile n'est pas assez suffisante pour fonctionner. Et il y a énormément de cendres qui sont créées. Voilà des études pour les ingénieurs pour voir comment on pourrait valoriser cela. Maintenant, il y a une nouveauté sur les schistes. C'est les gaz de schiste et les huiles de schiste, et le pétrole de schiste, qui se sont développés avec la fracturation hydraulique, surtout aux États-Unis, et qui a complètement changé la donne de l'énergie aux États-Unis. Hein. C'est un volet très important. Au Maroc, il y a aussi un potentiel de gaz de schiste, potentiel géologique. Maintenant, on l'a vu en Pologne, qui s'annonçait être le pays d'Europe où le gaz de schiste allait être un nouvel Eldorado. Tant qu'on n'a pas fait de forage et qu'on n'a pas vu le potentiel réel extractable, c'est très difficile de juger du potentiel. Deuxième chose, la fracturation hydraulique consomme beaucoup d'eau, pollue beaucoup d'eau. Il y a des règles environnementales à observer qui
qui ne sont pas toujours résolus. Sur le schéma américain, très grand territoire, beaucoup de débats aussi aux États-Unis, malgré les prix très bas aujourd'hui, etc. Ce débat continue, et certains États ont décidé de l'interdire. La Californie, New York. Donc, alors qu'il y a des potentiels. Donc c'est pour ça que ce potentiel existe, il faut l'explorer. Hein, on est un pays très dépendant et il n'y a pas de filière à écarter. Par contre, pour chaque filière, il faut voir l'intérêt réel pour le pays, l'impact économique, l'impact, parce qu'on a parlé aussi du nucléaire dans notre pays, lié à la sécurité, l'impact lié à la gestion des déchets. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte avant de prendre les décisions. Donc, surtout quand ces décisions sont aussi, parce que vous vous engagez dans l'énergie, vous vous engagez sur 30 ans, 40 ans. Hein, les projets, on ne peut pas les arrêter au bout de 5 ans. C'est des investissements tellement énormes et qui ont une durée de vie sur 25 ans, 30 ans, 40 ans. Il faut être très, très vigilant sur l'approche à prendre et prendre en compte toutes les conséquences économiques, environnementales et sociales. Une dernière question. Bonsoir. J'attendrai. Bonsoir, je vous remercie pour votre intervention et ma question elle est brève. Je voudrais savoir quel est le rôle exact d'une structure comme l'ONE dans ce projet d'énergie et sur le long terme, comment est-ce qu'on peut restructurer une industrie pareille pour pouvoir l'adapter à ce nouveau projet, à l'énergie renouvelable. Voilà, merci. La compagnie électrique, l'ONE, maintenant qui est devenu l'Office national de l'eau, de l'électricité et de l'eau, hein, a une mission importante. D'abord, c'est elle qui gère le réseau électrique aujourd'hui. C'est elle qui a pour mission de produire l'électricité et garantir la stabilité du réseau et garantir l'approvisionnement en électricité de tout le pays. On a malgré tout très peu de coupures dans notre pays. Quand je voyage en Afrique, je veux dire, il y a des tensions sur les réseaux parce que les réseaux sont parfois très localisés, pas généralisés sur les territoires, etc. C'est beaucoup plus dur. Donc, la principale mission de l'ONE, c'est cela. Elle accompagne le plan solaire et éolien. L'éolien, elle est beaucoup plus active parce que c'est elle qui lance les appels d'offres pour les parcs éoliens. C'est elle qui accompagne donc les promoteurs. L'autre volet, pour le plan solaire, c'est elle qui va acheter le kilowattheure Amazon. Donc elle est liée à tout cela. Hein. C'est la production d'électricité, c'est la distribution d'électricité, c'est la gestion de l'intermittence par les réseaux et par les STEP, etc. Donc c'est tout cela qui est pris en compte par l'ONE, qui a un rôle primordial, je dirais, dans la politique électrique de notre pays. Est-ce que l'ONE achète cette électricité-là à un tarif réglementé, prédéterminé, oui. Ou comment ça se passe? Alors, d'abord, aujourd'hui, l'ONE, quand on a dit qu'on a amené l'électricité d'Espagne, elle l'achète sur le marché spot espagnol. Il y a un marché spot d'électricité en Espagne, et l'ONE y a accès. On importe l'électricité à travers le réseau espagnol, et puis l'interconnexion entre le Maroc et l'Espagne, et ensuite, c'est distribué sur le territoire national. Sur l'accord entre l'ONE et Mazen, il y a un accord qui fixe un tarif de rachat de l'ONE à Mazen. Mazen elle-même le rachètera au consortium. Donc voilà un peu le schéma, d'accord, entre les différents acteurs. Mazen a une compagnie qui s'appelle Mazen Capital, qui est actionnaire avec le promoteur saoudien dans le projet. Comme l'ONE est aussi actionnaire, par exemple, on a une centrale actique combinée au gaz naturel à Tahtart, donc au sud de Tanger. Et dans cette centrale, il y a Siemens, les Espagnols, Endesa et l'ONE. D'accord? Donc les partenaires peuvent être acheteurs. Donc l'ONE a un rôle important de promoteur, d'être actionnaire et d'être acheteur. Ensuite distributeur, etc. Voilà. Très bien. Nous remercions M. Mouline pour cette conférence. Je vous remercie.
Un dernier mot, je voudrais ajouter, parce que je profite de votre présence ici, à tous les élèves, pour vous dire que dans notre pays, il y a des grands plans de développement sur les énergies renouvelables, sur l'énergie. Il y a eu la priorité donnée aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Il y a toutes les actions dans le plan Maroc vert pour l'agriculture, dans le plan stratégique pour l'industrie, les zones industrielles, la logistique. Tout a été mis en place pour que ces projets de développement soient mis en place en tenant compte d'une approche de développement durable et qui tient compte aussi, bien sûr, d'un maximum de création d'emplois dans notre pays. Il est important pour nous d'avoir les ressources humaines au Maroc demain pour accompagner toutes ces stratégies. Et je vous remercie de votre présence ici, nombreux, parce que pour vous dire que ce qui se passe, on ne réussira que si nous avons les ressources humaines qui vont avec. Et je compte passer ce message pour dire à notre jeunesse et dire encore merci, bravo pour ces rencontres, pour leur dire qu'il y a énormément d'espoir. Il y a beaucoup de choses encore à corriger, c'est sûr. Il faut les corriger, on les corrigera petit à petit, mais le train est parti. Et c'est pour ça que je tenais à venir aujourd'hui, pour un aller-retour rapide, mais pour vous passer ce message. Merci. Merci beaucoup.